Salam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chers élèves, on est au chapitre 10, transformation forcée. Un exemple, électrolyse. Alors donc, d'entrer en détail de ce chapitre, j'aimerais bien vous rappeler du chapitre 9. Alors, au chapitre 9, nous avons vu donc un type de transformation dite transformation spontanée. C'est-à-dire, c'est-à-dire que lorsqu'on mélange les constituants d'un système chimique, on remarque ou on constate que ce système chimique évolue dans un sens spontanément, c'est-à-dire donc sans intervention externe ni d'apport d'énergie. Maintenant, donc, à travers ce chapitre-là, on va voir un autre type de transformation, des transformations forcées. Alors, on va donc essayer de répondre à une question très importante. C'est que est-ce que on peut obliger donc un système chimique d'évoluer dans le sens inverse, contraire de celui de l'évolution spontanée? Alors, avant de commencer, vous devez censé savoir que l'électrolyse est une transformation forcée. Donc savoir, connaissant le sens du courant imposé par le générateur, le sens aussi donc des électrons, puis donc identifier l'électrode à laquelle se produit la réaction d'oxydation, l'anode, et l'électrode à laquelle se produit la réaction de réduction de la cathode. Voyons voir ce petit rappel des réactions spontanées. Donc prenons l'exemple de la réaction entre le cuivre métal et le dibrome en solution aqueuse. Alors en fait la solution est initialement jaune, donc coloration couleur de dibrome en solution. Donc après un certain temps, il y a donc apparition progressive d'une coloration bleue, donc caractéristique des ions CO2+. Donc on peut dire que Cu s'est transformé en CO2+, ainsi que la coloration jaune disparaît. On peut donc conclure que Br2 réagit. L'équation Bellon de cette réaction est la suivante. Donc Cu plus Br donne Cu2 plus 2Br-. Alors cette évolution dans ce sens-là était spontanée. Je reviens ici c'est un paramètre, d'accord. Vous voyez quand on mélange ces deux constituants Cu et Br donc il y aura une évolution dans ce sens-là spontanément sans aucun apport d'énergie, donc sans aucune intervention externe. Alors la constante d'équilibre de cette équation, de cette réaction est 1,25 10 à la puissance 25. Vous voyez très bien qu'elle est très grande. Donc on peut dire que la réaction dans ce sens-là, donc sens direct pour nous, est totale. Alors le critère d'évolution de cette réaction-là confirme cette évolution vers ce sens-là parce que QRI il est inférieur à K. Alors rappelez ça bien, chers élèves, que le système électrochimique, lorsqu'il évolue spontanément, il fonctionne comme un générateur, c'est-à-dire il nous donne de l'énergie électrique. Donc il débite un courant I. Maintenant, si on pose cette question, si on mélange les ions CO2+ et Br-, donc que va-t-il se passer? Alors, est-ce qu'il y aura une réaction dans ce sens contraire, inverse à celui d'évolution spontanée? Alors, on pourrait envisager cette réaction-là, CO2+ plus 2Br- dans Cu plus Br. Alors, voyons voir la constante d'équilibre de cette réaction. C'est l'inverse de celle-là, c'est à peu près 8,3 10 à la puissance moins 26. Elle tend vers 0. Si on calcule le QRI, on trouve que le QRI égale à 0. Ce système il est en équilibre car d'après le critère d'évolution, si le QRI égale la constante d'équilibre, on peut dire que le système étudié est en équilibre. Donc, il ne peut pas évoluer dans ce sens. Voyons voir si on réalise cette expérience-là. Alors, on va donner de l'énergie électrique à ce système chimique constitué par Br- et Cu2+. Eh bien, chers élèves, l'idée vient d'où? Alors, il est inspiré du fait que lorsque le système évolue spontanément, il nous donne de l'énergie électrique. Maintenant, que va-t-il se passer si on lui donne de l'énergie électrique? Donc, voilà l'idée, comment il s'est créé.
Alors donc on va donc réaliser cette expérience dans un tube en V. On peut la réaliser dans n'importe quel donc, moyen autre que tube en V, donc dans un verre ou dans un cristal isoire, donc peu importe donc, la forme de ce qu'on appelle l'électrolyseur. Alors donc on va donner l'énergie électrique à ce système-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a donc apparition d'une coloration jaune à côté de cet électrode-là, qu'il y a apparition de BR2, et puis donc dépôt de cuivre, métal, donc au voisinage de cet électrode-là. Maintenant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il s'est passé donc une réaction entre Cu2+ et Br-. Nous avons vu donc précédemment qu'il est impossible de réaliser une réaction avec Cu2+ et Br-. Maintenant, lorsqu'on donne au système chimique de l'énergie électrique, il y aura donc une évolution certainement. Donc, on va voir donc que cette évolution est dans le sens contraire de celui d'évolution spontanée. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire vous? Alors ici, donc, vous devez donc interpréter chimiquement ce qui s'est passé. Donc, à travers des réactions qui se passent au niveau donc, de chaque électrode, vous devez donc identifier l'anode et la cathode. Alors, comment faire? Chers élèves, vous oubliez donc ce qu'il y a dans cette solution-là. Vous prenez donc cette partie extérieure, ça c'est un générateur. Et le générateur, par convention, on sait très bien que les électrons sortent par le pôle négatif. D'accord? Donc, ils vont venir donc, au voisinage sur la surface, si vous voulez, donc, de cet électrode. Donc, ils vont être consommés. Quand il y a consommation, gain d'électrons, donc c'est une réduction. D'accord? C'est la cathode. Maintenant, les électrons vont sortir pour fermer donc, cet circuit. Donc, ils vont sortir de cet électrode. Alors, c'est très bien que les électrons ne peuvent pas donc, pénétrer dans la solution. Et puis, lorsqu'ils sortent d'ici, donc ça veut dire qu'ils sont formés ici. Et l'équation qui forme les électrons, c'est une oxydation. Et donc, vous devez aussi donc, connaître le sens des migrations des différentes espèces chimiques ioniques, bien sûr, chargées, qui se trouvent dans la solution. Ici, donc, il y a Cu2+. Donc, Cu2+ c'est un ion positif. Donc, il va migrer vers le pôle négatif du générateur. Et le Br-, c'est un ion donc, qui est négatif. Il va migrer vers donc, le pôle positif du générateur. Alors voici donc une image qui montre donc les produits de cette réaction, coloration jaune, etc. etc. Pour une tension appliquée supérieure à 1,2, on observe un dépôt de cuivre sur la cathode et l'apparition de dibromes en solution au voisinage de l'anode. À l'interprétation, nous avons dit que au voisinage de la cathode, il y a quoi? Il y a Cu2+ qui va donc dans les Cu, en équilibrant ensuite demi-équation, on trouve donc Cu2+ plus 2 électrons. C'est un gain d'électrons. Donc voici un truc pour rappeler l'oxydation se fait à côté du voisinage de l'anode. Alors à l'anode, donc il y a formation de Br2, voilà. Alors en fait à la cathode, donc vous trouvez les oxydants. Et à l'anode, vous trouvez les réducteurs. Alors la réaction donc bilan, c'est cette réaction-là, Cu2+ plus de Br-, donc C plus B. Nous avons vu qu'il est impossible que cette réaction aura lieu. Hein. Maintenant, quand on donne de l'énergie électrique au système chimique, donc on aura donc une évolution dans le sens inverse de celui d'évolution spontanée. Maintenant, on a répondu à une question. Oui, on peut donc forcer un système chimique d'évoluer dans le sens inverse en lui donc donnant de l'énergie électrique. Alors, gardez ça en tête. Le système électrochimique maintenant, donc elle reçoit de l'énergie électrique, donc se comporte comme un récepteur. Voilà donc la différence. Ceux qui donc posent cette question, quelle est la différence entre les transformations forcées et spontanées? Alors la différence c'est que la transformation spontanée, c'est elle qui nous donne de l'énergie électrique. Donc elle débite un courant. Maintenant donc c'est donc le système chimique qui reçoit de l'énergie électrique, donc on parle de transformation forcée. On force ce système à évoluer dans ce sens
D'accord, impossible qu'il soit donc un sens d'évolution spontanée. Donc cette transformation nécessite un apport d'énergie sous forme électrique. Donc c'est une transformation forcée appelée donc électrolyse. Alors la quantité d'électricité mise en jeu lors d'une électrolyse, donc alors c'est pareil donc ce que nous avons vu donc au chapitre 9, donc c'est les mêmes donc loi de Faraday. Attention juste donc aux unités donc employées. Alors voilà donc un petit donc, résumé. Donc, une électrolyse est une transformation d'oxydoréduction forcée donc, par un générateur de tension continue donc, au cours de laquelle le système électrochimique évolue dans le sens inverse de celui qui serait spontanément observé. Alors l'électrode à laquelle se produit une oxydation est appelée donc anode, l'électrode par laquelle le courant entre dans l'électrolyseur. L'électrode à laquelle se produit une réduction est appelée donc cathode, l'électrode par laquelle donc, le courant sort de l'électrolyseur. Alors ici donc vous pouvez garder cette définition, mais vous pouvez même donc garder une autre. Moi donc je préfère garder l'autre, c'est que donc l'anode, donc si vous voyez l'anode donc l'électrode, l'anode. Alors les électrons sortent de l'anode, d'accord, et rejoint la cathode, c'est-à-dire ils viennent à la cathode, d'accord. Les électrons entrent dans la cathode et sortent de l'anode. Ça c'est un astuce pour donc prendre ça par cœur, d'accord. C'est très important. Qu'il soit transformation spontanée dans les piles, qu'il soit donc transformation forcée, par exemple l'électrolyse, toujours la cathode, les électrons donc entrent dans la cathode et sortent de l'anode. Gardez pas donc en tête les plus et les moins, etc. D'accord. Ici donc vous devez même pas donc chercher de connaître le signe électrique de la cathode et de l'anode. Gardez ça en tête. Les électrons toujours entrent dans la cathode et sortent de l'anode. Prenons donc cet exercice d'entraînement. Alors donc avant de répondre à cette question, je crois que chacun de vous nous pose donc plusieurs questions, à savoir que donc qu'est-ce qu'il va donc nous demander donc lors d'une résolution d'un exercice. Alors tout simplement on va vous donner une expérience d'électrolyse. On va vous demander donc de schématiser l'expérience. On peut donc vous donner le schéma, peu importe. Puis donc on va donc vous poser ces questions-là, donc déterminer l'anode et la cathode. Donc et chercher les demi-équations qui se déroulent donc au voisinage de chaque électrode. Cela donc elle a un rapport donc avec ce qu'on vous donne comme couple dans l'exercice et comme donc produits, donc les espèces qui sont produites, etc. On va vous demander de faire donc un bilan de matière, c'est-à-dire déterminer une masse, une quantité de matière, un volume d'un gaz, etc. C'est très important. Là, je vous assure que l'électrolyse est beaucoup plus facile que les piles. Alors, prenons cet exemple-là. Donc, pendant 10 minutes, on électrolyse une solution de bromure de cuivre 2, C2++ de berre- de concentration 0,10 avec un courant d'intensité égale à 20 mA. L'électrolyse apport bilan C2++ de berre- donne Cu plus berre 2. Vous voyez ici, donc, on emploie une seule flèche. Alors, pour les demi-équations, on emploie les deux flèches. Ça, c'est très important. Alors, quelle est la quantité d'électricité traversant le circuit? Alors, c'est simple, hein? Q égale à I fois delta T. Vous donc faites attention. Il faut donc essayer de convertir le milliampère en ampère en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Maintenant, quelle est la quantité de dibrom formée? Alors, le dibrom, c'est tout simplement le Br. D'accord? Ici, donc, je vais répondre à cette question par deux méthodes. La première, c'est que vous devez donc savoir comment lire une petite demi-équation ou si vous voulez une équation chimique.
Alors ici, le BR- donne quoi? Donc, donne le BR2 plus, donc dans le BR2, deux flèches ici, donc deux flèches. Alors ici, il y a deux BR, deux brome, donc ici il y a un, donc je vais multiplier par 2. Donc 2 moins 2, donc deux charges négatives ici, donc ici je dois ajouter les deux électrons ici, côté de cet oxydant-là. Alors ici, donc à travers la lecture de cette équation, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit que lorsqu'il y a donc formation d'une mole de Br2, il y a libération de 2 moles d'électrons. Si vous voulez, égal à 2 fois le nombre de moles de Br2 formés. Donc, puis donc, N Br2 égale à quoi? Égale N électrons sur 2. D'accord? N électrons sur 2. Donc, vous continuez. Donc, N électron sur Q sur F et vous remplacez, etc. etc. Vous pouvez donc faire un tableau donc, d'avancement. Donc, ici, donc 2PR- donne Br2 plus 2 électrons. Alors ici N0, ici c'est 0, 0, et puis N0 moins x, moins 2x, pardon. Ici c'est x, et ici c'est 2x, d'accord? Alors, d'après le tableau d'avancement, on peut écrire d'après le tableau d'avancement, alors on remarque quoi? On remarque qu'un électron est égal à 2x, d'accord, 2x, et NBR2 égale à x. Alors, vous faites sortir x de cette équation, vous trouvez que x égale à n électrons sur 2, donc ça va nous donner NBR2 égale à n électrons sur 2. Alors quand on pose cette question-là, et on ne vous demande pas de faire le tableau d'avancement, on ne vous donne aucun signe alors pour donc faire le tableau d'avancement. Par exemple, on ne vous donne pas donc, de trouver une relation entre l'avancement et une autre quantité de matière. Alors, ce n'est pas la peine de faire donc, le tableau d'avancement. Essayez de lire donc, l'équation parce que c'est très important. Maintenant, on va voir donc un exemple d'application de l'électrolyse. Parce que l'électrolyse, chers élèves, trouve donc une large application dans le domaine industriel. Vous allez voir donc des exemples. Donc, elle est très utilisée, donc malgré qu'elle consomme une énorme énergie électrique. Alors, remarque, avant de commencer, les réactions qui peuvent se produire aux électrodes lors d'une électrose sont en général nombreuses. D'accord? Toutes les espèces chimiques en solution, le solvant, les électrodes, susceptibles de donner lieu à une oxydation ou à une réduction, vont donc a priori participer aux transformations. Donc le solvant, les électrodes et les autres espèces chimiques peuvent donc participer aux transformations chimiques. Alors, à un autre niveau, donc on demande simplement d'être en mesure d'identifier les corps qui apparaissent lors d'une électrolyse, d'en déduire les demi-équations redox des réactions qui se produisent aux électrodes et d'écrire le bilan électrochimique et le bilan de matière. Alors, parfois vous trouvez dans des exercices de décrire toutes les réactions possibles voisineuses de chaque électrode. Alors, si on vous pose donc cette question, là, certainement on va vous donner donc les couples que vous allez utiliser. D'accord? Alors, en examen national, croyez-moi que les choses sont très claires. On ne laisse rien au hasard, on ne laisse rien donc, à l'ambiguïté. Donc, vous trouvez donc, les choses écrites d'une façon donc, simple et claire. D'accord? Et la plupart des cas, on vous demande juste
une seule réaction, d'écrire une seule réaction au voisinage de chaque électrode. Mais en fin de compte, si on vous pose donc, par exemple dans les examens donc, de sciences maths, on trouve des questions pareilles. Par exemple, écrire toutes les réactions susceptibles de se produire donc, au voisinage de chaque électrode. Mais en fin de compte, vous devez donc choisir une équation au voisinage de la cathode et l'autre au voisinage de l'anode. Alors prenons cet exemple-là, donc électrolyse d'une solution de chlorure de sodium. Alors le montage et l'observation, donc dans cette solution, on a quoi? On a les ions Na plus et Cl-. D'accord? Na plus et Cl-. Alors par quoi vous devez donc commencer? Par l'inventaire des espèces chimiques présentes et pouvant intervenir dans les réactions. Alors il y a quoi? Il y a le solvant, les ions sodium, les ions chlorure de chlorure Cl-. Il y a ici le carbone, donc des électrodes ne jouent pas de rôle. On vous dit ça donc dans l'exercice. Alors en fait, ici il y a quoi d'autre? Il y a donc H2O, il est au voisinage de chaque électrode. Trouvez donc ici H2O. D'accord? Il est au voisinage de ces électrons parce que je le vois du solvant, donc il est partout dans la solution. Il y a les Na+, il y a les Cl-. Maintenant, voyons voir les produits de cette électrolyse. Donc, ils ont dit qu'il y a formation de dichlorCl2. Alors, ne t'en fais pas donc des tests de mise en évidence du Cl2. Ici, on utilise l'indigo. Donc, lorsqu'il est décoloré, donc il est bleu, il se décolore. Donc, c'est un test de mise en évidence du Cl2. Alors, ce n'est pas important de garder ça en tête. Alors ici, donc, on veut dire ici donc qu'il y a dégagement d'un gaz H2. Aussi, donc, la solution devient basique. Alors, si on veut dire que la solution devient basique, ça veut dire qu'il y a production des ions HO, d'accord? Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc faire l'inventaire des espèces chimiques qui sont au voisinage de chaque électrode, l'anode et la cathode. Donc vous devez déterminer l'anode. Alors on a dit quoi? Que les électrons sortent de l'anode. Alors ici le courant entre par cet électrode, donc ça veut dire que les électrons sont en sens opposé. Ils sortent de cet électrode, donc c'est l'anode. Alors ici donc on va donc trouver donc le sens d'émigration de ces ions-là. Alors on a dit que les ions négatifs vont migrer vers le pôle positif du générateur et les ions plus vont migrer vers le pôle négatif du générateur. Donc au voisinage de l'anode, il y aura quoi? Il y aura une excitation. Donc il y a quoi? On trouve que les réducteurs, d'accord? Les Cl-, du couple Cl2, Cl-, et l'eau. Alors ici donc vous devez connaître que l'eau donc participe par deux couples. Une au voisinage de l'anode où il joue le rôle du réducteur et une autre donc au voisinage de la cathode où il joue le rôle d'un oxydant. Alors à côté de la cathode il y a quoi? Il y a une Na+, voilà, une Na+, et l'eau donc oxydant du couple H2O, H2. Alors maintenant, donc, on peut donc vous demander d'écrire toutes les réactions susceptibles de se produire à côté de chaque électrode. Mais non, donc on va interpréter donc la formation de H2 et Cl2. Donc ce qui se passe réellement, c'est que il y a formation de Cl2 donc au voisinage de l'anode et il y a formation de l'hydrogène à côté de la cathode. Donc la réaction qui donne formation d'hydrogène de HO-, c'est donc la réaction, la demi-équation correspondante au couple H2O, H2. Donc 2H2O plus 2 électrons dans H2 plus 2HO-. Savoir comment écrire cette équation-là, vous trouvez ça dans les exercices, donc dans un autre vidéo, donc il y a des exercices. Je vais vous montrer comment donc rappeler et écrire les équations, les demi-équations correspondantes aux deux couples de l'eau. Alors la réaction bilan c'est celle-là, donc 2H2O plus 2Cl-, donc Cl2 plus H2 plus 2 H1. Résumé de ce cours-là, connaissant le sens du courant, il est possible d'envisager les différentes oxydations possibles à l'anode
et les différentes réductions possibles à la cathode, en sachant que le solvant et les électrodes peuvent éventuellement participer aux réactions. Ça, on vous le dit, hein. Cette analyse, c'est l'analyse des produits formés qui permet de déterminer les réactions qui se produisent réellement aux électrodes. Donc une, voisinage de la cathode, et l'autre, voisinage de l'anode. Donc bien lire l'énoncé de l'exercice. Alors les applications de l'électrolyse, leur préparation, purification de certains métaux, le zinc et l'aluminium, etc. Préparation de substances non métalliques comme le dichlore, dihydrogène, l'oxygène. Alors par électrolyse de l'eau, on peut donc récupérer de l'hydrogène et de l'oxygène. Dépôt de métaux sur un support, donc ça vous le savez très bien, on l'appelle nickelage. Alors nickelage, donc dépôt d'une couche de nickel sur un support. Alors ici donc vous devez donc garder ça en tête, c'est que le support qu'on veut donc déposer sur sa surface, un métal doit donc constituer la cathode. Donc il doit être donc relié à la cathode parce que le dépôt métallique se fait à l'aide de l'intermédiaire d'une demi-équation de réduction. Et la réduction se fait donc au voisinage de la cathode. Il y a aussi donc ce qu'on appelle galvanoplastie, donc pour but de reproduire un objet, galvanostiger, etc. Et une autre application de l'électrolyse, c'est la charge des accumulateurs, ce qu'on appelle les piles rechargeables. Alors l'accumulateur, c'est tout simplement une pile rechargeable. Donc les accumulateurs constituent donc ce qu'on appelle nous les batteries. Lorsqu'ils fonctionnent comme un générateur, donc il y aura donc une évolution spontanée. Et puis lorsqu'on va le charger, donc on va inverser le sens, donc pour reproduire les réactifs qui fonctionnent en mode spontané. Vous voyez ici donc une image qui vous montre donc l'électrolyse industrielle des solutions de chlorure de sodium. Alors vous voyez donc ici donc les normes énergie électrique employées. Merci pour votre attention. Vous trouvez donc une autre vidéo donc qui traite les deux exercices de l'examen national, donc sciences physiques et sciences maths. Et merci beaucoup.